Bonjour à tous. Juste très brièvement, vous rappeler que FindMed est un consortium de 16 instituts Carnot et que l'opération de webinaire est destinée à présenter aux PME françaises, évidemment pas que aux PME françaises, mais en particulier aux PME françaises, les capacités de recherche de différentes structures présentes dans ces instituts Carnot. Et aujourd'hui, on aura, comme l'a dit Marine, on aura trois présentations de trois instituts Carnot différents, sachant que dans les webinaires précédents, on a eu aussi le plaisir d'avoir des présentations de plateformes issues de partenaires, de membres de l'AFSI, donc de partenaires privés de CRO. Donc sans plus attendre, je propose de passer la parole au premier orateur ou à la première oratrice. Merci Damien pour cette introduction. Donc je vais appeler Vincent Puard. Vincent, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité de présenter la plateforme RPPA de l'Institut Curie. Voilà, parfait. Donc actuellement, nous sommes deux à travailler sur cette plateforme avec Bérangère Wynne qui est ingénieur de recherche sur la plateforme. On est aussi en support avec une unité de bioinformatique pour tout ce qui concerne l'analyse de données et tout ce qui est base de données que nous avons pour les anticorps notamment. Donc, qu'est-ce que c'est que les RPPA? C'est une technologie qui va permettre, à partir de différents types tissulaires, qui peuvent être aussi bien donc des sections de tissu que des body fluides ou des lignées cellulaires, de pouvoir regarder des protéines, et notamment des voies de signalisation pour faire du protein profiling, du drug discovery ou de la pharmacodynamique. Donc, le principe de la RPPA est relativement simple. On isole ou on dépose des échantillons protéiques sur une surface, qui peut être soit une lame de verre, soit une lame de verre recouverte de nitrocellulose, à la suite de quoi on va venir faire des incubations successives avec des anticorps spécifiques contre une cible d'intérêt, et ensuite des anticorps secondaires sur lesquels sont fixées des sondes fluorescentes qui permettent la détection de ces protéines d'intérêt. Donc c'est ni plus ni moins qu'un dot blot qui est miniaturisé dans la mesure où on peut suivre par expérience à peu près, on va dire 500 échantillons. Donc ce que je disais, c'est qu'une fois que les échantillons sont déposés sur des supports, on va ensuite faire les incubations avec des anticorps primaires et secondaires qui sont aussi couplés à des sondes fluorophores, et ensuite faire la détection de cette fluorescence avec des scanners qui sont avec des détections fluorescentes. Donc sur la plateforme de RPPA, nous avons 600 anticorps qui sont validés à date pour faire la détection de protéines, soit protéines totales, soit protéines phosphorylées. La validation se fait notamment par les approches de Western blot en utilisant des lignées cellulaires qui expriment différemment donc les protéines d'intérêt ou via des traitements, notamment siRNA, pour valider donc ces anticorps. L'équipement, donc je l'ai cité rapidement, donc ce sont notamment des slides recouverts de nitrocellulose. On a un Epi-Motion pour faire la préparation des échantillons. Ensuite, l'incubation des anticorps se fait avec un Dacro autostainer. Et ensuite, un détecteur de fluorescence, un scanner. Donc, sur la plateforme, on a aussi une analyse, enfin un software d'analyse qui permet de faire donc du suivi de projet, d'accéder à la liste des anticorps et ensuite de faire un suivi des résultats, notamment par la visualisation des données. Donc, comme je disais précédemment, différents types de matériels biologiques peuvent être utilisés pour cette technologie-là, avec comme minima 200 microgrammes de protéines pour pouvoir faire cette expérience qui correspond à 100 microlitres d'échantillons. Donc, je vais vous présenter un premier projet qui permet donc qui a été utilisé, où la technologie a été utilisée pour faire du clinical et omics landscape of treatment for naive cancer cervical. Donc c'est un projet REDS qui est dirigé par Suzy Scholl et Maud Kamal de l'Institut Curie, qui regroupe différents acteurs européens. Donc l'objectif était de faire une étude prospective d'échantillons de patientes qui ont été détectés pour avoir un cancer cervical. On a pu analyser 257 échantillons par RPPA pour 194 protéines et phosphoprotéines. Donc si on donne un petit parallèle avec ce qu'on aurait pu faire en Western blot, ça aurait fait plus de 1700 Western blot et 17 ml d'anticorps contre 4 ml ici d'anticorps primaires qu'on a pu utiliser en utilisant cette technologie iSoPut.
Les résultats donc, ont permis de montrer que l'expression au sein de ces différentes patientes était classifiée en trois grands clusters. Un premier cluster qui concerne le signaling ERB et aussi l'EMT. Un second cluster focus notamment sur le DNA damage signaling. Et un troisième concernant le P38 map kinase et PI3 kinase signaling. Donc avec cette approche, on est en capacité de segmenter les patientes en fonction de leur voie de signalisation. De manière plus intéressante, on a pu voir que certains des clusters étaient associés notamment avec des niveaux de survie de ces patientes. Si on regarde d'un point de vue un peu plus précis sur le niveau d'expression de certaines protéines, on a pu s'apercevoir que des protéines étaient en lien, quand on les mettait en combinaison avec d'autres paramètres, à la survie ou un pronostic de survie, bon ou mauvais, et notamment une protéine X, pour laquelle une phosphorylation différente était indicateur de bon ou mauvais pronostic. Donc dans ce cas-là, c'est très intéressant en termes d'approche biomarqueur pour aller ensuite regarder ce qui se passe au niveau du signaling pour cette protéine spécifique et ensuite lancer une étude prospective pour voir notamment si cette protéine et ces phosphorylations peuvent être vraiment indicateurs du niveau de survie. Le second projet que je voulais vous présenter, c'est un projet donc, qui concerne plus côté pharmacodynamique avec l'évaluation d'une drogue sur des lignées cellulaires. Donc, ce projet a été conduit lors de ma précédente position au LIH, qui est le Luxembourg Institute of Health, un projet conduit par Simone Niclou et Virginie Nerich. L'objectif était ici donc de regarder le signaling de l'EGFR sous traitement à différentes conditions, en suivant notamment des lignées cellulaires qui avaient une surexpression pour l'EGFR ou des variants de l'EGFR, en combinaison avec une drogue à différentes doses et une drogue contrôle. Donc avec cette combinatoire ou cette matrice, on a pu observer ou étudier 128 conditions pour 172 anticorps, correspondant à peu près à 1000 Western blot. Donc, on a pu voir qu'il y avait une segmentation des échantillons en fonction d'un pattern de signalisation spécifique. Et si on regarde de manière plus précise la manière dont sont catégorisés les différents échantillons, on observe qu'on a trois clusters principaux qui sont catégorisés donc en fonction des voies de signalisation activées, notamment le premier qui regroupe les échantillons, on va dire, très précoces en termes de voies de signalisation pour des temps de réponse entre 6 et 24 heures de traitement. Un second cluster qui regroupe donc les échantillons en fonction d'une durée de traitement plus longue entre 3 et 6 jours. Et enfin, un dernier cluster, le numéro 3, qui regroupe la ligne cellulaire pour un variant très spécifique de l'EGFR en combinaison à la drogue. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut aller regarder un peu plus précisément pour certaines des protéines. Donc nous nous sommes intéressés pour cette lignée cellulaire pour laquelle le variant EGFR V3 avait été surexprimé. Donc avec ou sans drogue, on a pu observer qu'avec la drogue, on observait une diminution de la présence de cette protéine EGFR, notamment corrélée à la diminution d'une protéine A, qui a ensuite été validée, donc ici en Western blot, par du RPPA. Donc ça donne une indication ensuite pour aller comprendre la voie de signalisation précise et le lien qu'il peut y avoir entre le GFR et cette protéine A, en termes de screening pour aller plus vite et surtout éventuellement investiguer plusieurs cibles comparé à ce qu'on pourrait faire en Western blot. Donc la dernière chose, c'est les alternatives au RPPA qui sont plus des approches plus à protéines ou plus à peptides. Je voulais faire le focus sur cette approche qui est donc utilisée par la société Mapsilico, qui fait des approches de modélisation 3D et de prédiction d'interaction protéine-protéine. Dans ce cadre-là, on a voulu s'intéresser à ce qui se passait entre le golimumab, qui est un anticorps thérapeutique, et sa cible thérapeutique, qui est le TNF-alpha. Donc à partir de la séquence ADN de l'anticorps et du modèle de sa cible thérapeutique, des modélisations 3D ont été effectuées, des approches de docking et différentes conformations ont été générées pour sélectionner ensuite des peptides correspondant à l'épitope. Ces peptides ont ensuite été utilisés
pour l'expérimentation expérimentale, la validation expérimentale en laboratoire. Donc sur le panel de gauche, vous avez ici une des 30 conformations qui permettent d'identifier 4 peptides correspondant à l'épitope de cet anticorps pour l'antigène. Une première approche par peptide arrêt, donc consiste à déposer ces 4 peptides sur une surface immobilisée. Ensuite, de faire une incubation avec le golimumab qui lui est couplé à une sonde fluorochrome. Et par incubation, on peut détecter si l'anticorps va se coller ou se fixer à l'un de ces peptides. Ici, on a pu observer que le peptide numéro 3 permettait la liaison entre l'anticorps et ce peptide, qui a ensuite pu être validé par une approche de FACS dans laquelle on a surexprimé donc, le TNF-alpha muté aux différents positionnements de ce peptide et une incubation successive entre le golimumab avec un rapporteur ou un flag pour suivre la survie des cellules. Et on a pu voir qu'en condition wild type, on avait donc un déplacement dans les deux sens, et que quand on mutait le peptide 3, on perdait la liaison de l'anticorps aux cellules. En regardant plus précisément le niveau de binding entre l'anticorps et le peptide 3, on a fait un alanine scanning en utilisant de l'HTRF, et on a pu mettre en évidence certains acides aminés impliqués dans cette liaison entre l'anticorps thérapeutique et la cible thérapeutique. Une dernière approche a été développée qui permet de faire du screening pour des projets de petites cohortes, notamment utiles pour faire la pharmacodynamique et du drug discovery en high throughput. Sur une même slide, on est en capacité donc de déposer plusieurs fois les mêmes échantillons, jusqu'à 25, et de les incuber avec différents anticorps. Donc ça permet en quelques jours de pouvoir donner donc, à nos collaborateurs des résultats sur des drug effects de plusieurs dizaines, voire centaines d'anticorps, donc en quelques jours. Donc cette technologie-là a été développée ici à l'Institut Curie avec Bérangère Wynne en charge de ce projet. J'ai juste mis ici quelques publications de ces dernières années de la plateforme de Curie. Je pense que vous pourrez avoir accès dans un second temps peut-être à ces informations-là. Et je pense que j'en ai fini pour cette présentation rapide. Je pense que pour les questions, ce sera dans un second temps, si je me souviens. Écoutez, on a une question de Élise, donc moi je pense qu'on peut peut-être prendre cette question. Justement, voilà, donc je n'ai pas bien suivi, combien y a-t-il de puits pour les RPPA et pour les peptides arrêt? Alors on ne parle pas de puits, en fait, c'est sur une slide de microscope sur lequel on va déposer les échantillons. Donc un échantillon, ça représente à peu près un cercle de 200 microns. Donc sur une slide, on est en capacité de déposer 30 000 échantillons. Donc aussi bien échantillons que peptides. Merci pour cette réponse. On n'a pas pour l'instant d'autres questions. Est-ce que Vincent, il vous est possible de rester en ligne le temps du webinaire? Tout à fait. Super, merci à vous. Donc je propose à Marina Moleta-Denat de nous rejoindre. Je vais aussi récupérer sa présentation. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais me caler. Donc, je m'appelle Marina Moleta-Denat, je travaille pour la business unit INRAE Transfer et je suis responsable du service GetIt, génomique et transcriptomique. Donc, INRAE Transfer Business Unit, c'est un accès facilité au savoir-faire d'INRAE. On s'appuie sur la R&D de l'établissement, qui est un premier établissement de recherche en agroalimentaire, alimentation et environnement, en valorisant les savoir-faire, des moyens expérimentaux et des expertises d'INRAE sous la forme de gamme de services. On regroupe des experts INRAE Transfer qui sont hébergés au sein des laboratoires et des plateformes d'adossement à l'interface entre les laboratoires de recherche et les partenaires industriels, à l'écoute du marché et au service des attentes des clients. Alors GetIt, c'est une gamme de services en génomique et transcriptomique. C'est une équipe qui est autonome et intégrée aux plateformes d'INRAE.
On est aujourd'hui 9 personnes, donc 3 techniciennes, 2 ingénieurs bioinfo biostat et 2 business développeurs, l'une spécialisée en NGS et l'autre en bioinfo et biostat. Propose un catalogue de prestations que vous pouvez télécharger via le site. Getit est accompagné par des plateformes INRAE de pointe, notamment l'équipe Get, en fait, qui est une plateforme de 30 personnes réparties sur 4 sites toulousains. Il dispose d'une expertise technique et scientifique par site en agronomie, environnement, microbiologie et santé. Et il dispose de compétences en biologie, bioinformatique et biostatistique. Nous sommes également en collaboration avec la plateforme Bio2E du LBE pour le traitement des données métagénomiques et les biostatistiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec la plateforme Genotool bioinformatique, notamment pour le stockage des données, l'utilisation des clusters de calcul. Ils nous aident aussi parfois avec leur expertise en traitement des métadonnées NGS, l'assemblage et la notation de génomes et pour les analyses de données transcriptomiques. Getit est aussi intégré dans des réseaux nationaux comme France Génomique, Genotool et les instituts Carnot, 3Becar et FindMed. Faire appel à INRAE Transfer, mais c'est dynamiser votre R&D, notamment grâce à l'expertise d'INRAE, avec un accès facilité à des technologies et des savoir-faire de pointe via le dispositif de prestation de services. Par la rapidité, un gain de temps, la flexibilité de la contractualisation de vos projets et avec la possibilité, bien sûr, de poursuivre sur des collaborations de recherche avec INRAE. Ça permet aussi d'externaliser certaines étapes et de simplifier vos projets et également de réaliser des études plus ambitieuses puisque nous sommes accrédités au CIR x2. Donc Getit, ça propose un workflow complet qui est adaptable à vos besoins, allant de la préparation des échantillons et des acides nucléiques jusqu'à l'analyse bioinformatique et biostatistique des données générées. Il est également possible de nous envoyer des acides nucléiques déjà extraits ou des librairies en ready to load. Donc Getit, c'est aujourd'hui une activité qui est en pleine croissance avec plus de 8000 analyses réalisées en 2019, réparties sur 130 projets pour plus de 65 clients. Principalement aujourd'hui des grandes entreprises, mais on voit arriver depuis quelques années avec enthousiasme en fait les PME et les TPE qui viennent nous solliciter pour leurs projets de séquençage et on essaye de leur apporter toute notre expertise en fait pour les rendre les plus compétitives possibles. Getit, c'est aussi des nouvelles prestations en termes de séquençage chaque année, en lien avec les innovations portées par les laboratoires et les plateformes d'adossement. Donc aujourd'hui, une plateforme de séquençage, une plateforme technologique permet de maîtriser des nouveaux outils de séquençage et de développer de nouvelles applications. La plateforme Get a d'ailleurs décroché l'année dernière un projet région appelé Secoquin qui va permettre d'acquérir de l'expertise sur le long grid, notamment dans 3 domaines front de sciences que sont l'analyse des variants des génomes, l'analyse des marques épigénétiques et l'analyse des métagénomes. Les missions également de ces plateformes technologiques, c'est mettre à disposition des équipes du matériel et des compétences. Donc en termes de matériel de séquençage, de dispositifs de séquençage, on va pouvoir retrouver sur Get un ensemble de dispositifs Illumina qui permettent de faire du séquençage court fragment. Chacun de ces dispositifs a des capacités et des spécificités bien particulières qui permettent de pouvoir utiliser ces dispositifs dans différentes stratégies de séquençage en fonction du dimensionnement du projet. Ils ont chacun des spécificités en termes de longueur de read, de quantité de données générées et de multiplexage. Notamment, par exemple, l'un des développements qui a été effectué il y a quelques années sur le MySeq, c'est développer des nouveaux indicateurs, des nouveaux index pour le séquençage. Donc aujourd'hui, on dispose de 384 index qui permettent de multiplexer 384 échantillons par lane contre 96 qui sont fournis par le fournisseur Illumina.
Et le développement qui est aujourd'hui en cours sur le Novasec, c'est de développer de nouveaux index pour cette technologie, ce qui permettra de mettre plus d'échantillons sur une même lane et de diminuer autant le coût du séquençage par échantillon. Donc aujourd'hui, les technologies short read ont montré quelques limites, notamment par des limites liées à la taille des fragments. On peut séquencer au maximum 600 paires de bases, avec la nécessité de réaliser une PCR pendant le run, et avec un seul cycle en parallèle qui est réalisé par run. On a vu l'impossibilité pour ces technologies de traverser les séquences répétées de grande taille, et ces séquences sont fréquemment retrouvées dans les plantes et les animaux, notamment pour le tournesol, on estime à 30% le nombre de séquences répétées et environ 9% chez l'homme. On a vu apparaître depuis quelques années des technologies long fragments, notamment PacBio et Oxford Nanopore. La plateforme a investi depuis quelques années ses forces en développement sur les machines ONT. Donc, on dispose aujourd'hui de 3 types de machines. Le Mignon, bien sûr, qui est une flocelle unique, mais qui a un avantage lié à sa portabilité. Le Gridion, qui sont 5 flocelles en fait de type les mêmes types que le Mignon, mais donc multiplexés à 5. Et le petit dernier, le Prométhion, qui a vu du développement au niveau des flocelles. On a un multiplexage de 24 flocelles par appareil, avec une production de données augmentée par flocelle, ce qui a permis de diminuer d'un facteur de plus de 2 en fait le coût de la gigabase. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est de vous conseiller afin d'optimiser les stratégies de séquençage pour vous permettre en fait d'avoir des résultats qui sont ceux attendus, on va dire un maximum de spécificité et de profondeur de séquençage en respectant le budget que vous allez allouer au projet. Donc les applications aujourd'hui en santé sont notamment le séquençage de novo, c'est-à-dire séquencer un génome nouveau pour lequel on n'a pas de séquence de référence. C'est ce qui a été fait pour le génome humain pendant quelques années. Et aujourd'hui, on voit que les stratégies de séquençage se portent sur une combinaison de différentes techniques, en fait, qui permettent de disposer d'un génome de novo en quelques semaines et quelques mois selon sa taille. Un exemple de résultat récent là obtenu par séquençage sur Get en collaboration avec d'autres équipes de recherche, ça a une combinaison donc de séquençage Oxford Nanopore, Dizix Génomique et IC, qui a permis d'obtenir et d'assembler un génome de haute qualité pour une espèce de poisson très particulière. Donc une combinaison qui est plutôt très prometteuse pour l'avenir. Une autre application qui peut être intéressante en santé, c'est le reséquençage, c'est-à-dire séquencer un génome pour lequel on dispose de séquences de référence. Cette disponibilité de génome de référence peut permettre de mener des études à la fois de population, rechercher des causes de maladies génétiques, sélectionner des individus qui vont être adaptés à des conditions particulières, ou également rechercher des modifications chromosomiques. Un exemple de résultat a été le séquençage et la comparaison à des génomes de référence pour un avipox virus qui a été isolé de prélèvement donc chez le poulet. Et donc aujourd'hui, cette technologie peut être aussi disponible, donc c'est en ONT, et donc avec des aspects portabilité qui peuvent être particulièrement intéressants dans cette question. D'autres analyses qui sont proposées donc avec les dispositifs de la plateforme Get sont bien sûr les analyses de transcriptomique, qui sont aujourd'hui des analyses très très prometteuses. Donc elles permettent d'explorer et comparer des fonctions exprimées à l'échelle d'une cellule, d'une population de cellules, qu'elles soient microbiennes, animales ou végétales, ainsi que d'un écosystème. On peut retrouver une multitude d'applications, notamment l'annotation de génome, la réalisation de catalogues de gènes exprimés, l'identification de nouveaux gènes ou de transcrits alternatifs. Elle permet également de quantifier l'expression de gènes, notamment en comparant les résultats de différentes conditions expérimentales, et également d'identifier des petits ARN ou des starts de transcription.
Aujourd'hui, pour ces analyses transcriptomiques, on dispose de pipelines qui sont assez puissants, qui nous permettent d'obtenir des données qui sont ordonnées et facilement accessibles, ainsi que des analyses et des figures synthétiques qui nous permettent de visualiser de manière très pédagogique et de faire partager de manière très pédagogique les résultats obtenus. Le front de science en termes de séquençage aujourd'hui et avec des applications très diverses en santé vont être les analyses d'épigénétique qui nous permettent de détecter les régulateurs de la transcription des ARN avec des outils de séquençage. Donc, l'étude de ces marques épigénétiques va permettre d'étudier les petits ARN, notamment également la méthylation des cytosines, les ARN longs non codants, ainsi que les interactions ADN-protéines. Et bien sûr, vous deviez tous connaître les analyses de métagénomie qui sont aujourd'hui produites en grande envergure, qui permettent de faire des études avec un nombre d'individus très important. Ah, pardon, il y a un petit bug. Hop, je reviens à celle-là. Donc la métagénomique, qui est aujourd'hui des études de grande envergure, avec des cohortes importantes qui permettent d'obtenir des résultats qui sont statistiquement significatifs. Elle est appliquée à des communautés microbiennes, bactéries, virus et champignons, qu'on peut retrouver dans un milieu donné. Donc, on peut étudier évidemment les microbiotes humains, cutanés, intestinaux, vaginaux et oraux, mais également les environnements, air, surface, eau par exemple, et également faire des études d'implantation de souches pures ou de consortium à visée pré ou probiotique. Donc aujourd'hui, sur ces études de métagénomique, on a des standardisations qui sont en train de se mettre en place, à la fois pour la préparation des échantillons et le séquençage. Et on peut aller très très loin dans la compréhension de ces écosystèmes et de leur dynamique, notamment par des analyses de co-occurrence qui permettent de mieux comprendre les interactions microbiennes. Et également, voilà, de faire des études cliniques de grande envergure pour tester, par exemple, l'efficacité d'un traitement sur le microbiome cutané. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de venir visiter la plateforme Get. Nous pourrons vous présenter tous ces dispositifs de séquençage de manière la plus pédagogique possible et répondre à vos questions sur vos projets de séquençage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, si vous avez des questions pour Marina, je vous invite à les poser tout de suite. Et puis sinon, eh bien, on va continuer la présentation en passant la parole à Romain. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Donc, je vais mettre la présentation de Romain en ligne. Alors, si j'ai une question de Christophe. Hop. Donc, je publie cette question. Voilà. Dans le cadre de collaboration avec les PME et de la valorisation de votre accréditation SMIR, quel type de thématique applicative avez-vous pu aborder? Du coup, donc nous on est un outil dans le dispositif R&D, on va dire des PME, et donc on leur propose, ça dépend des questions posées, ça peut être voilà des thématiques de microbiologie environnementale, d'essais, on va dire de validation et de tests en fait d'insertion de fragments dans des plasmides. Voilà, on a des questions assez variées en fait, voilà, qui peuvent être posées, liées à la diversité des applications et des PME en fait en France. Donc voilà, ça peut être assez varié et c'est souvent voilà une aide en fait dans les projets de R&D qui sont menés dans ces entreprises. Merci Marina de cette réponse. Alors, est-ce que Marina, vous restez connectée si jamais on a des questions? Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, j'invite Romain Gombert à activer sa caméra et son micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, bonjour, je me présente, je suis Romain Gombert, je suis le responsable du Living Lab de l'ICM. Je vais vous décrire un petit peu ce que c'est, puisqu'après avoir eu plusieurs présentations avec des fins de mots en hic, on passe en lab.
Et donc, en fait, c'est un concept qui est un peu différent peut-être de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc, on est parti. Avant de présenter le village, je fais une petite redite sur l'ICM. Donc, l'ICM, qui est un centre de recherche de renommée internationale, qui sommes à peu près 700 experts et chercheurs en neurosciences pour mieux comprendre le cerveau. Donc, en fait, c'est un espèce de cluster d'innovation qui a différentes tutelles publiques, donc l'assistante publique des hôpitaux de Paris, pardon, Sorbonne Université, l'INSERM et le CNRS, et aussi tout un board d'acteurs privés qui ont permis de fonder cet institut qui est une fondation privée reconnue d'utilité publique. Alors, en fait, si on parle de centres de recherche et de développement sur le cerveau, nous là, on va surtout parler d'innovation. Et donc la manière dont on arrive à structurer un campus d'innovation en un seul lieu avec l'ICM. Et donc avec notamment le Living Lab dont je vais parler tout à l'heure, qui a pour but de créer des projets directement avec les patients et les professionnels de soins au sein de la Pitié-Salpêtrière. Donc de créer des projets à partir de l'étude de besoin jusqu'à avoir quelque chose qui est utile pour eux. L'incubateur de start-up qui permet du coup, une fois que ces projets sont bien rendus, d'identifier les cas de valorisation économique, si on veut, par la création de start-up, par exemple, notamment, qui nous permet en fait de rendre accessible l'ensemble des produits aux patients. Et aussi l'ICM avec une structure type telle que Neurotrial ou le centre d'investigation clinique qui permet de valider l'ensemble des produits qu'on peut avoir sur le terrain de la clinique, donc pour arriver sur ce qu'on appellerait des dispositifs médicaux. Donc ça, c'est un peu pour le cadre, l'idée d'avoir tout en un seul lieu. Et maintenant, sur le terrain du Living Lab, on est donc a priori d'abord sur la Pitié-Salpêtrière, donc sur le pôle des maladies du système nerveux. Donc je vous disais que tout à l'heure, l'idée c'était d'identifier des produits directement avec les patients, les professionnels de soins de la Pitié. En fait, on va parler d'un tiers de la Pitié-Salpêtrière, qui est l'ensemble des départements qui sont en neurologie et en psychiatrie dans les deux domaines. Donc on aura la neuro-oncologie, la neurologie générale, la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, et ainsi que le parcours de soins dans les deux domaines, à savoir les urgences cérébrovasculaires, la médecine physique et réadaptation, et les soins de suite et soins de longue durée. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que le terrain du Living Lab, si on définit un Living Lab, c'est deux choses. C'est un terrain, comme je viens de vous l'indiquer, et une méthodologie qu'on voit juste derrière. Actuellement, vous avez peut-être eu vent de la réorganisation de la PHP, et donc le terrain des maladies, le pôle des maladies du système nerveux se transforme en DMU neurosciences, ce qui fait que maintenant, sur le terrain, nous avons, en plus de ces départements-là, des départements qui sont à Saint-Antoine, à l'hôpital de Tenon et à Rothschild. Donc ça permet d'étendre un petit peu les personnes que nous pouvons aller voir pour acculturer ces personnes-là à l'innovation et trouver des produits. Sur le terrain de la méthodologie, on va parler beaucoup de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc là, c'est l'équipe du Living Lab qui nous suit à l'avant. On a des compétences qui sont assez diversifiées, autant sur le terrain de ce qu'on appellerait de la conception ou du design, et sur l'ingénierie. Donc on a moi-même qui suis responsable du développement MedTech qui gère le Living Lab avec un background de développement informatique. Pierre Tissier qui est là pour gérer tout ce qui va être prototypage mécanique et électronique. Donc en fait, Pierre est notamment le responsable du Fab Lab de l'ICM. Et ensuite, on a David Pattel et Sarah Belliciano qui sont finalement des designers en expérience utilisateur. Donc, c'est des personnes qui sont à même et formées à bien identifier le besoin d'un point de vue objectif avec les patients et d'étudier un peu tout l'environnement et le contexte dans lequel ils s'inscrivent pour qu'un produit puisse bien être accepté, utilisé et intégrable dans l'environnement. Alors, si on revient un petit peu sur le pourquoi un Living Lab existe, c'est parce qu'on va parler principalement technologie et donc plus médicaments, et pour autant, on est sur le terrain des dispositifs médicaux. Pour faire un dispositif médical, il faut faire un essai clinique. Quand on fait un essai clinique, il faut faire un gel technologique. Et ce gel technologique, dans le développement technologique, est un peu à l'encontre quand on développe une application, par exemple, une application vie au long du temps. Pour autant, pour valider en termes de dispositif médical, on a besoin de geler le développement.
Donc en fait, le Living Lab existe pour arriver avant l'essai clinique et pour au moins évaluer l'usage du dispositif. En gros, s'assurer qu'il sera bien utilisable par les utilisateurs finaux avant d'aller dépenser, des fonds assez conséquents dans un essai clinique et se rendre compte à la fin de l'essai clinique que s'il répond bien à une question scientifique, il est quand même pas utilisable par l'utilisateur final et donc il faut refaire tout le développement derrière. Donc voilà un peu pourquoi on existe. Et donc là, je vais vous présenter deux projets qui sont qu'on a fait jusqu'à maintenant en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière et les équipes du Living Lab et finalement le lien avec la recherche de l'ICM aussi, qui va vous permettre d'imager un petit peu comment on met les choses en place. Le premier, c'est le dispositif anti-freezing sur la maladie de Parkinson. Pour ceux peut-être qui l'ont déjà entendu, puisque je le présente assez souvent, c'est le premier projet qu'on a identifié au Living Lab. Donc en fait, c'est un patient qui est venu nous voir à la base, donc Bernard Gazu, qui avait un problème qui était le symptôme du freezing. Le symptôme du freezing, c'est un symptôme qui empêche les personnes de déclencher le cycle de marche à cause de la maladie. Et donc, en fait, ils peuvent s'arrêter entre 2 secondes et 1 minute jusqu'à être capable finalement de remarcher. Et donc, il est arrivé nous voir, il a dit, il avait scotché un petit laser sur sa canne en nous disant, voilà, bah, ça m'aide à remarcher. Et donc là, on a mis un peu tout le monde autour de la table, donc des neurologues, des médecins, des aides-soignants, des patients, pour essayer de comprendre en fait le mécanisme. Et l'expert en neurosciences nous dit simplement que c'est une autre partie du cerveau qui déclenche la marche quand il y a un obstacle devant nous. Un obstacle, une perturbation sensorielle, un signal laser, ça fonctionne. Et donc le médecin qui nous dit que c'est un symptôme hyper courant. Voilà, pour l'histoire, on n'est évidemment pas médecin ni expert en neurosciences, donc on a besoin de rassembler tout le monde sur la table pour bien comprendre les besoins. Et donc, on comprend ça, on se dit que c'est quelque chose qui peut bien fonctionner, et donc avec Pierre, on décide d'en faire un prototype mieux fait que ce laser scotché sur la canne pour en faire un espèce de vrai dispositif qu'on va proposer, qu'on va tester en l'offrant à divers patients atteints de la maladie de Parkinson et sur le freezing. Il se trouve que ça les aide, et donc à partir de là, on a réalisé les tests qui nous permettent de savoir si c'est quelque chose qui est bien utilisable ou pas par les patients, et donc pour la faire plus court l'histoire, on a décidé de le mettre en open source sur le site de l'ICM, ce qui permet à tout un chacun de le construire soi-même, puisque finalement c'est un circuit électrique avec une pile, un laser et un boîtier imprimé en 3D qu'on peut imprimer partout dans le monde, et qui permet de rendre cet outil accessible à n'importe quelle personne. Donc ça, c'est le premier projet qui vous présente monsieur. Donc l'idée toujours, c'est de mettre tout le monde autour de la table afin de pouvoir co-concevoir un dispositif. Le deuxième projet qu'on a eu, c'est finalement le dernier projet qu'on a fait au Living Lab, qui est Dog Feeling, qui est basé sur la recherche de Benjamin Rowe sur l'évaluation de la conscience des personnes en réanimation. Et donc, qui a sorti toute une série d'études et de publications sur le fait qu'on puisse, pour le simple indicateur de la conscience, savoir si la personne est consciente ou pas, on pourrait se baser sur l'avis des paramédicaux. Donc, des infirmières qui passent leur temps directement avec les patients sur site, plutôt que de faire passer pour cette indication-là un IRM ou une batterie qui est relativement coûteux. Et donc, il a commencé par faire une échelle papier pour faire ses publications, ça fonctionne bien, etc. Le problème, c'est qu'il y avait un souci dans l'utilisation et dans l'usage de ces échelles-là, puisque une échelle papier, ça se perd assez facilement dans les services, et donc il était question de digitaliser la solution. Et donc c'est là qu'il est venu nous voir, où on lui a proposé une petite interface que vous voyez sur la slide d'ailleurs, qui est une simple application Java qui permet en fait aux soignants de rentrer le nom du patient, le nom du soignant, l'appréciation globale sur l'état de conscience du patient du jour. Et donc finalement, ça envoie toutes les données et ça permet à Benjamin et Lionel Nakache d'arbitrer une fois en staff clinique pour savoir, en staff pour établir, affiner le diagnostic des patients en état de conscience altéré. Donc voilà, ce projet-là, par exemple, il a fait un carton puisqu'il a été intégré directement dans les services de Réa, et maintenant Benjamin et nous-mêmes sommes en train de le déployer sur l'ensemble de la Pitié-Salpêtrière via la DSI de la PHP. Donc voilà un peu pour dire ce qu'on fait au Living Lab. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de roder l'usabilité et l'acceptabilité des produits et de l'intégrer dans les environnements.
Ensuite, il y a une autre chose, c'est quand on fait du développement produit, c'est qu'on arrive à un moment où certes, on a un produit qui fonctionne bien. Maintenant, il est question de le rendre accessible à l'ensemble des personnes. Et pour le rendre accessible à un ensemble de personnes, il faut qu'on puisse compter sur un territoire qui n'est plus un territoire local, comme on l'a vu jusqu'à maintenant avec la Pitié-Salpêtrière, mais un territoire qui peut s'étendre sur le national, l'européen. Et en fait, c'est pour ça que depuis le début de l'existence des Living Labs, on travaille en réseau. C'est-à-dire qu'avoir accès à un Living Lab, c'est avoir accès à l'ensemble des Living Labs sur le territoire national ou européen via notamment les labels auxquels sur lesquels on figure. Donc, on peut parler du Forum des Living Labs, du réseau Enol ou encore Francophonie Living Lab, qui peut nous aider en fait finalement à relayer une fois qu'on a un projet. Donc, nous, on a l'assurance qu'il est bien intégrable. On peut simplement communiquer avec les différents Living Labs pour voir s'il y a de l'intérêt, pour faire des tests et finalement commencer à faire de la dissémination à échelle nationale. Donc voilà, ça c'est la finalité des Living Labs. Finalement, une fois qu'on a certifié, si on a un dispositif médical, qu'on est passé à l'origine par un Living Lab, qu'on arrive à une notion d'intégrabilité, qu'on peut réussir à diffuser sur le territoire national via les réseaux. Donc voilà. Ensuite, là, c'est juste vous présenter très rapidement. C'est des programmes finalement qu'on met en place aussi au Living Lab pour essayer de générer une flotte de projets. Donc, le programme d'innovation participative qui suit en Carrefour, c'est qu'on va trouver le besoin nous-mêmes d'abord sur le terrain de la Pitié-Salpêtrière sur une thématique particulière, pour ensuite, via une summer school et un hackathon, préidentifier les prototypes en termes économiques, social et ingénierie, et ensuite les accélérer en post-hackathon pour finalement, par un programme post-hackathon, donc c'est les étudiants qui restent au sein du programme tout le long, qui permettent en fait de continuer de travailler sur des projets qui seront in fine intégrés dans les services. Pour conclure, je dirais qu'en fait, si on repart à l'échelle de l'ICM, on a tout un écosystème qui nous permet en fait de A à Z d'accompagner finalement au développement de produits. Alors avec une première notion qui est finalement la découverte de cet écosystème. Donc, qu'est-ce qu'un Living Lab, qu'est-ce que va être l'incubateur et l'accompagnement de l'incubateur, qu'est-ce que NeuroTrial, etc., qui permet de bien identifier comment on peut développer le projet. Ensuite, avec le Living Lab, de développer une solution jusqu'aux critères d'utilisabilité, d'acceptabilité, pour ensuite arriver sur le développement en termes économiques et sociaux via l'incubateur et évidemment, sans oublier la réglementation via NeuroTrial. Donc ça, c'est pour le côté global de l'ICM. Et enfin, j'espère que j'ai été relativement clair lors de cette présentation pour vous donner les indications sur le fait que le Living Lab peut vous aider à évaluer finement le besoin lié à votre solution. Il permet d'itérer entre prototypes et tests d'usage sur le terrain local et enfin d'intégrer votre solution sur le territoire national, voire européen. Voilà, merci à vous. Je suis heureux de prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Romain. Alors, on a une question notamment de Vincent qui demande quel est votre business model. D'accord. Le business model, c'est celui. Alors, je suis un département de l'ICM, donc c'est le business model de l'ICM, c'est-à-dire qu'on va compter pour notre développement sur 3 types de financement qui sont les donations via le mécénat, qui sont les appels à projets pour le financement public, et enfin les développements avec les industriels, donc les PME, les startups, les grands groupes qui souhaitent bénéficier de notre accompagnement. Très bien, merci. Alors, autre question. Comment proposer un projet de développement au Living Lab? Est-ce que vous avez des appels à projets, Alors, tout dépend quel type d'acteur on est. Pour l'instant, pour le moment, je vous dirais simplement que sur la dernière slide de ma présentation, il y a mon contact, donc vous m'envoyez un mail et puis on peut en discuter. C'est peut-être le plus simple. On travaille actuellement effectivement sur des appels à projets pour intégrer l'expertise Living Lab et essayer de voir comment on peut avancer ensemble, surtout pour des thématiques de recherche. Si j'ai répondu, donc pour répondre plus simplement, contactez-moi directement. Parfait, merci beaucoup de cette réponse. Justement, j'avais une question aussi, mais pour l'ensemble des intervenants, est-ce que les slides peuvent être diffusés aux participants? Aucun problème. Ok, donc
Merci de ce retour. Dans ce cas-là, je vais vous les mettre à disposition dans l'interface. Et Vincent et Marina, si vous pouvez aussi nous dire si les slides sont disponibles pour les participants, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Comme ça me permettra de les mettre en ligne. Alors, également, du coup, si vous avez des questions pour Romain, c'est le moment de les poser. Après, on reprendra une question de Karine qui était à destination de Marina. Donc là, je vois qu'il y a Élise qui est en train de… Alors, où peut-on visionner le replay? Donc, question d'Élise. Donc, le replay, en fait, va être sur la plateforme ActelMatch. Du coup, je vais vous remontrer. Il faut que vous alliez sur www.actelmatch.com. C'est le nom de la plateforme. Et donc, vous allez arriver, en fait, si vous êtes sur la page d'accueil, vous avez, en fait, la chaîne FindMed qui est là. Vous pouvez cliquer sur cette chaîne et ça va vous permettre de voir en replay les webinaires passés et celui-ci qui, pour l'instant, n'est pas en replay, mais qui va l'être un peu plus tard dans la journée. Donc, c'est là que vous pouvez voir les infos. Alors, je propose à Marina de revenir dans l'interface parce qu'il y a une question qui a été posée, une question de Karine. Alors, je vais reprendre la question. Et Marina, si vous pouvez revenir dans l'interface. Donc, Karine posait la question suivante. S'agit-il toujours de collaboration avec un labo INRAE ou peut-il s'agir de prestations de services? Alors, on n'a pas votre son encore, Marina. Il faudrait activer aussi votre micro. Voilà, c'est bon cette fois. L'équipe Getit, qui est intégrée à la plateforme Get, fait uniquement de la prestation de services pour les entreprises privées. Mis à part lorsqu'on a besoin de la technologie ONT, qui est encore, on va dire, pas complètement stabilisée et dont on peut vraiment encore garantir les résultats et les performances de séquençage, parce que c'est très dépendant de la qualité de la matrice ADN au départ et très échantillon dépendant. Donc, on a un modèle en fait de contrat de collaboration avec l'INRAM, et qui est un modèle de contrat assez simple, tripartite, et qui a quand même une signature très très rapide. Voilà, on n'est pas gêné par le timing, mais comme la technologie n'est pas encore complètement, on va dire, robuste, on le propose au cas par cas, en étudiant bien le projet, et c'est le seul cas où on fait encore de la collaboration, en tout cas pour les entreprises avec cette technologie-là. Sinon, c'est de la prestation de service. Ouais. Merci beaucoup, Marina. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'ensemble des intervenants, Vincent, Damien, Marina ou Romain, à les poser. Ce que vous pouvez faire… Alors, Marina, juste une question quand même. Est-ce que votre présentation, on peut la transmettre aux participants? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, vous allez répondre. Et puis, Vincent n'a pas répondu, donc je vais vous répondre, Vincent. Mais pour les participants, vous pouvez cliquer dans tableau d'événements en haut à droite et vous allez en fait avoir deux onglets, un qui s'appelle info sur le webinaire, l'autre qui s'appelle fichier partagé. Donc vous avez déjà la présentation de Romain que vous pouvez télécharger d'ores et déjà. Et puis je vais mettre donc la présentation de Marina en ligne, ce qui va vous permettre aussi de la récupérer. Donc, hop, là, je mets le fichier en partage. Voilà, donc normalement, maintenant, vous avez les deux qui sont téléchargeables. Hop. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Voilà, du coup, je pense qu'on va clôturer la session. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers moi si vous souhaitez les coordonnées des intervenants ou d'autres questions que vous souhaiteriez poser sur ce webinaire.
Merci à l'ensemble de nos intervenants. Merci Damien, merci Marina, merci Romain et merci Vincent. Merci à vous. Et puis, on vous tient au courant pour le prochain webinaire de la série FineMed. Alors, je vois qu'on a. Voilà, donc pas de. Alors, Marion. De toute façon, voilà. Mais merci à tous, merci à nos participants d'être venus et d'avoir participé à ce webinaire. On va désactiver la webcam et le micro et puis on vous laisse en ligne pour ceux qui veulent télécharger les slides. Merci à vous et à très bientôt.